Bonjour, nous sommes le vendredi 11 mars 2022 avec une météo qui semble parfaite, pas parfaite dans le sens où on approche d'abord du printemps, le 21 mars, on approche, l'hiver commence à se terminer, mais je peux vous dire que on a eu une semaine d'éclaircies, le temps s'est vraiment adouci, on a des températures qui sont, on va dire, on a un petit léger vent froid, un léger vent froid qui apparaît, qui transparaît. Une petite brise, mais sachez que bien sûr que nous on est toujours en hiver, malgré qu'on est à l'approche du printemps, la température est quand même un petit peu légèrement froide. Légèrement froide, je ne veux pas dire ça se radoucit, ça augmente, et mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que le ciel est vraiment éclairé, et que ça fait déjà au moins 4-5 jours que nous avons un temps radieux. Nous espérons que ça va continuer, mais les météorologues disent le contraire, disent que plutôt, ben, je veux dire, il va faire plutôt, bon, la pluie va succéder bien sûr à ce bon temps, bon, en espérant que ce bon temps va rester le plus longtemps possible. Je vous présente ici un petit énoncé qui demande de généraliser l'expression des dérivées successives de f de x. F de x, qui est la fonction logarithme népérien, et de démontrer sa vérité. Bon, la première chose à voir, c'est que la fonction f de x, c'est ce qu'on appelle la fonction logarithme népérien, qui est la fonction réciproque de l'exponentielle de x. C'est la réciproque de l'exponentielle de x, qui est l'exponentielle, voilà, l'exponentielle de base e, e qui vaut 2,71, etc., etc., qui est un nombre irrationnel. E est un nombre irrationnel. Et donc, en gros, si vous voulez, logarithme, ça c'est le logarithme en base e de x. Bon, je vous rappelle que la fonction exponentielle de base e, c'est une fonction de r dans r, bien sûr, alors dont le domaine, c'est, pour la fonction exponentielle, c'est r. Le domaine de e, c'est r, de e de x. Le domaine de la fonction e de x, c'est R. Alors que le domaine et ces images, bien sûr, sont dans R+. R+, sauf 0. Eh bien, si vous faites la fonction réciproque, c'est tout le contraire. On aura une fonction de R+, 0 vers R. Donc le domaine, si vous voulez, de logarithme népérien, c'est R+, 0. Voilà, c'est son domaine. Donc la réciproque, bon, il suffit de prendre, bon, les images deviennent les abscisses. Les abscisses bon, les x deviennent les y et les y deviennent de x. C'est juste ça. Les fonctions réciproques, c'est ça. En d'autres termes, si je construis un petit instant que ça s'ouvre, il faut juste patienter. Donc si je construis la fonction exponentielle de x, voilà, c'est cette fonction-ci que vous voyez. Donc vous voyez que le domaine, c'est R. On peut mettre ce qu'on veut comme valeur. Hein. Si je veux prendre x égale 2, je peux. Si je prends x égale 0, je peux. Si je prends x égale moins 4, je peux. Par contre, les images se trouvent dans la partie haute de l'axe des x, c'est-à-dire sur la partie des y strictement positif. Voilà. Alors, si vous voulez la fonction réciproque, il faut construire la droite y égale x et symétriser par rapport à faire une symétrie orthogonale par rapport à l'axe x que voici. Vous faites une symétrie orthogonale et vous aurez
par rapport à l'axe x, bien sûr, enfin l'axe y égale x, vous aurez la fonction logarithme népérien. Parce que c'est sa fonction réciproque. Donc vous aurez celle-là. Alors quand il y en a un, quand les x, pour l'un, quand on a des x, il faut retourner, il faut faire une rotation, ça devient les y, l'axe des y, l'axe des x devient l'axe des y pour l'un, et l'axe des y devient l'axe des x pour l'autre. Bon, c'est une symétrie orthogonale par rapport à y égale x, donc les axes, voilà, on va dire, les axes deviennent, l'un devient l'autre, c'est ça que je veux dire. Un axe, l'axe x devient l'axe y, et l'axe de y devient l'axe x. C'est comme si on avait fait aussi une rotation des axes. Et donc là, vous avez une symétrie, et on peut voir la fonction logarithme népérien. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est la fonction logarithme népérien, c'est celle-ci. C'est la fonction là. Donc c'est ce qui va m'intéresser. Alors là, qu'est-ce qu'ils disent? Soit f de x, généraliser l'expression des dérivées successives de f de x égale ln de x et démontrer sa vérité. Généraliser les dérivées successives de f de ln de x et démontrer sa vérité. Donc, c'est ce que je vais faire ici, soit f de x, ln de x, calculer les dérivées successives et généraliser et démontrer. Par définition, la première dérivée est simple, parce que c'est une définition, la définition de la dérivée de ln de x, y égale ln de x. Si je fais y', ben, j'ai ln de x dérivée, et ça, c'est rien d'autre que f' de x, puisque f de x, c'est ln de x. Et la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Par définition. Maintenant, je peux continuer de la sorte. La dérivée seconde de ln de x est égale à f seconde de x est égale à la dérivée de ceci. Alors, la dérivée de ceci, c'est la formule de ça, c'est f sur g dérivée, c'est la quotient. Avec le f qui vaut 1, qui est une constante. Donc on a 1 sur g, si vous voulez. Mais si je m'intéresse à f sur g dérivée, ben vous connaissez la formule, hein, la formule de f sur g, une fonction, hein, le quotient de deux fonctions, c'est f' g moins f g', le tout sur g carré. Alors, la première constatation de ça, c'est que on aura toujours un carré qui va apparaître par rapport à la fonction de départ. Donc là, on sait bien que c'est un carré. Ça, c'est la première constatation. La seconde, si je mets 1 sur g, sachant que, eh bien, le 1', g, il fera toujours 0. Il fera toujours 0. Donc la première chose à constater, c'est qu'on a un carré. La seconde chose à constater, c'est que dérivée de 1, ou dérivée d'un nombre, on aura toujours un nombre ici, hein, je peux même l'appeler k. Voilà, on aura chaque fois un nombre ici. Voilà, dérivée de k, ça fera 0. Donc ça veut dire que on va se retrouver qu'avec une écriture qui est k sur g dérivée est égal à bon, ici je l'appelais K1 pour constante 1,
ou je peux l'appeler petit k, voilà, petit k, constante. Alors k c'est une constante, donc vous savez très bien que le premier terme est nul, et il va rester moins sur g carré, on aura toujours le g carré, voilà, g carré. Alors on aura moins k fois la dérivée de g. Bon, mais ici, il s'avère que les g, ça va être des puissances. Alors ici, ça va être des moins k sur x, parce que le g est connu, ça va être x. La fonction g est connue. C'est x. Donc, ce qui veut dire qu'ici, on aura x carré. Ici, je veux dire que j'ai xn. Donc là, c'est x2n. Et là, g', c'est xn. X. N xn moins 1. N xn moins 1. Alors, si le k vaut 1, ben, on aura moins n xn moins 1. Et donc ça va être héréditaire dans la formule. Les dérivées successives vont s'engendrer et devenir héréditaires d'une telle façon qu'on aura une formule qui va s'établir. Eh bien, on va regarder après ça. Donc, ce qui veut dire qu'ici, j'aurai x carré moins donc f' c'est 0. 1 en dérivée, ça fait 0. Dérivée de x, enfin, fois x, ça fait 0. Parce que 0 fois x, ça fera 0. Moins f qui vaut 1 fois la dérivée de x qui est 1. Voilà, la première dérivée, c'est celle-ci. Enfin, la seconde, la dérivée seconde. Maintenant, je travaille sur la deuxième dérivée. Vous aurez compris que c'est ln de x à dériver 1, 2, 3 fois est égal à dérivée de 1, 2, 3 fois de x égale 1 sur, moins 1 sur x carré dérivé. Attention qu'ici j'ai plus 1 mais j'ai moins 1. Bon, ça veut dire qu'il faut faire attention au signe. Donc on aura bien sûr du x4. Enfin ici c'est dérivé, je m'excuse. X4. Voilà, attention, on aura moins 1 dérivé, je vous dis que ça fait 0, fois x carré, ça fait 0, moins f g', dérivé de x carré. Bon, celui-ci fera toujours 0, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, moins par moins, ça fait plus. Donc, vous voyez qu'on repasse à un plus. Et on a 2x. Et alors, 2x sur x, ça fait x cube. Donc, on a 2 sur x cube. Bon, je vais faire la dérivée quatrième. Alors maintenant, je vais arrêter d'appeler y4, y'''',
ln de x prime, je vais passer directement à f de 4. Je vais l'appeler f de 4 prime. Alors, donc, si je résume la situation, j'ai f de x égale ln de x, f prime, f1, ça dérivée première, hein, f1 prime, je vais mettre un 1 juste à côté, correctement, parce que ici, il n'est pas bien mis. F1 prime, c'est pour dire la dérivée première de x est égale à 1 sur x. C'est une dérivée directe, par définition. f2 prime de x égale moins 1 sur x carré. f3 prime égale, je viens de le faire, 2 sur x cube. f4 prime égale, on aura 2 sur x cube à dériver, donc on va se retrouver sur du x6, la dérivée de 2 ça fait 0, fois x cube ça fera 0, moins f fois x cube dérivé, ce qui fait, remarquez qu'ici j'ai 2 qui venaient du x carré, là j'ai 3 qui vient du x cube, donc moins 2 fois 3, ce qui fait moins 6 x cube sur 6, et là comme on a une simplification entre celui-ci et celui-ci, ça fait moins 6 sur x4, 3, 6, c'est 3, moins 6 sur x carré. C'est x carré, moins 6, c'est moins, parce que c'est 3x carré, hein, 3, x cube dérivé, c'est 3x carré. X cube dérivé, c'est 3x carré. Donc, moins 2 fois 3, moins 6. Moins 6x carré sur x6, c'est moins 6 sur x4. Moins 6 sur x4, oui, c'est ça. Moins 6 sur x4. Alors, si vous avez compris, je peux commencer à généraliser. Bon, je le fais une dernière fois pour la dérivée cinquième, et puis je vais généraliser. Alors, on a moins 6 sur x4, dérivée, on a une constante, ça va tomber, on met x4, voilà, ça tombe, dérivée d'une constante, ça fait 0, donc je vous ai dit que ça tombait, ça faisait 0, moins, alors comme on a un négatif ici, on a moins 6, ça fera plus 6, donc on aura plus 6 sur x8, on aura plus 6, mais plus 6 c'est 6 sur x8, fois la dérivée bien sûr de x exposant 4. Donc on aura, alors 6 fois 4, ça fait 24. Alors que là, le 6, il provenait d'un 2 fois 3. Nous voilà avec un fois 4. Alors 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 4, 24. Et le prochain, ce sera 2 fois 3 fois 4 fois 5. Et puis le prochain sera 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6. Et ainsi de suite. Vous aurez compris qu'on aura une factorielle. Donc ici, on a 6 fois 4. Ça fait 24. Bien sûr, ici, je dois dériver. Hein. x4 dérivé, ce qui fait 24 x cube sur x8. On retombe sur du x5. Donc c'est 24 x5. Et là, ça suffit. Ça suffit. Donc on aura 24 sur x5.
Alors maintenant, avec ça, je peux vous montrer les dérivés. Donc là, c'est la partie, si vous voulez, généralisation. Donc, je suis en train de généraliser. Donc, j'ai fait le pas initial, je regarde la sincérité, le processus générateur, c'est un processus générateur. Puis après, je vais entamer la phase intermédiaire, la fidélité, le processus qui est héréditaire. Bon, ici, je suis juste en processus générateur. Je génère pour voir si ça confirme une certaine sincérité, effectivement. C'est ce qu'on appelle dans l'articulation, c'est la phase initiale. Et dans la formulation, c'est le pas initial. On teste pour quelques valeurs de la proposition. C'est ce que je fais. J'ai fait jusqu'à la dérivée 4 ou 5. Dérivée cinquième. Alors maintenant, je vais aller au-delà de ça. Je vais quand même tester pas mal de dérivés. Ici, il y a un petit problème avec l'ouverture de celui-ci. Voilà. Alors, je vais rechercher le calcul formel. Je prends la fonction h, qui est la fonction ln. Je dérive une fois, une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, une septième fois, une huitième fois, une neuvième fois, une dixième fois, une onzième fois, une douzième fois, une treizième fois, une quatorzième fois, une quinzième fois, une seizième fois, une dix-septième fois, une dix-huitième fois, une dix-neuvième fois, une vingtième fois, une vingt-et-unième fois, une vingt-deuxième fois, voilà, et ainsi de suite. Alors, la dérivée première, il est marqué $1, hein, vous la reconnaissez. Donc, ce qui veut dire que moi, ici, j'ai $24, j'ai fait 24 fois la dérivée. J'ai fait 24 fois la dérivée. Alors, maintenant, je vais confirmer la formule. La formule, c'est f n'. Alors, une fois, il est positif. Une fois, il est négatif. Une fois, il est positif. Une fois, il est négatif. Une fois, il est positif. Alors, pourquoi? Parce que vous comprendrez que quand il est négatif, il y a un moins dans la formule. Hein. Il y a un moins qui intervient dans la formule. C'est fg, f'g moins fg', le tout sur g carré. Alors ce moins-là, ouais, mais parfois, celui-ci, il est moins du précédent. Alors quand un moins et moins, ça fait plus. Puis il devient plus, mais après, le suivant, il va devenir moins, parce qu'il y a ce moins-là. Donc ce moins-là va alterner par rapport à la valeur là qui est une fois positive, une fois négative. Donc on sait bien qu'on aura une alternance de signes en fonction des dérivés. Donc cette alternance de signes va s'indiquer de la façon suivante, c'est moins 1 exposant k. Moins 1 exposant k. Alors on va calculer ça. Moins 1 exposant. Alors k, c'est quoi? Alors ici il est positif, hein, quand on a 1 sur x. Dérivée première il est positif. Alors comment pourrait-on indiquer ça? Dérivée seconde il est négatif. Alors si je fais la dérivée première, voilà, c'est positif. Alors je vais vite vérifier. 1 sur x moins 1 sur x carré, exact. Alors, on va regarder moins 1 exposant n. Alors n, je vais tester n-1. Alors si on a un moins 1, ça fait 0, ça peut marcher. Alors, si je prends 5, 5 moins 1, ça fait 4. Donc ça peut marcher. Moins 1 exposant n moins 1. Moins 1 exposant n moins 1. Ça marche. Donc si je vais chercher la dérivée
la 19e, elle est positive. Donc ça fait 19 moins 1, 18, moins 1 exposant 18, c'est positif. Donc tout est bon pour l'instant. Ensuite, on va mettre, quand, on va mettre, je vais mettre le dénominateur. Dénominateur, quand on a la dérivée première, on a x exposant 1. Quand on a la dérivée seconde, on a deuxième, la dérivée deuxième, je m'excuse, la dérivée deuxième, la dérivée seconde, on a x carré. Quand on a la dérivée troisième, on a x cube. Quand on a la dérivée 19e, on a x exposant 19. Donc ici, on a un exposant n. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Mais il reste le nombre. Bon, ce qui veut dire que, avant toute chose, si je calcule la dérivée 21e, mais j'ai sur x21 la dérivée. Si je calcule la dérivée 8e, 19, 8e, j'ai sur 8. Sorry. Et maintenant, je vais calculer le coefficient. Et le coefficient, ben, vous aurez compris qu'il dépend du degré précédent et du degré précédent. Donc une fois, le degré précédent, au départ, il valait 1, et puis après, quand on a dérivé 1, on a 1. On a ce 1 là. Puis on dérive une dérivée seconde, on a une fois 2. Et attention qu'ici les deux premiers, x exposant 1, x exposant 2, n-1, oui. Et là, attention, parce que les deux premiers font 1. Alors, c'est normal, hein, je vais vous montrer pourquoi. Ici, vous avez 2, 6, 24. Alors 5, c'est la dérivée de... enfin, 24, c'est... Par rapport à 5, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. 1 fois 2 fois 3 fois 4. 1 fois 2 fois 3, ça fait 6, 6 fois 4, 24. Donc ce qui veut dire qu'on va calculer la factorielle de n-1. Voilà. Alors maintenant, je vais tester les trois premiers. On va voir... je vais tester les trois premiers. Donc 24, je l'ai tout testé. Alors, factorielle de 4. 4 moins 1, ça fait 3. 1 fois 2 fois 3, ça fait 6. Quand tu vaut 3, 3 moins 2, ça fait 1. 3 moins 1, ça fait 2. Factorielle de 2, ça fait 2. Alors, le dérivé deuxième de moins 1, ça fait 1. Factorielle de 1, ça fait 1. Et le premier, c'est 1 moins 1, 0. Factorielle de 0, ça fait 1. Donc, tout est bon. C'est pour ça que les deux premiers ne changent pas. Ça fait 1 et 1. Parce que c'est la factorielle de 0 et la factorielle de 1. Maintenant, ça je lance là. Je vais calculer ici la dérivée 20e. Donc, la dérivée 20e, par la formule bien sûr, la dérivée 20e, c'est 20 moins 1 factoriel. Factoriel. Bon, il n'y a pas la fonction factorielle. Je vais rechercher ici. Voilà. Alors c'est 20 moins 1. Voilà. Donc on a déjà le nombre. Alors ce sera, bien sûr, comme je vous ai dit, sur x20.
parce que je calcule la dérivée 20e. Donc j'aurai 1 sur x exposant 20, et on aura moins 1 exposant n-1. Comme ça fait 20 moins 1, ça fait 19, moins 1 exposant 19. Moins 1 exposant 19. Alors maintenant, je vais multiplier A fois P sur P. Et ça, c'est la dérivée 20e. Ouais, fois P. Je m'excuse, c'est fois P. Parce que là, j'ai pris l'inverse, hein, donc je dois faire fois P. Donc je vais recommencer ça. C'est A fois B fois P. Ah. Et ça, c'est la dérivée. La dérivée 20e. Alors, je vais aller contrôler la dérivée 20e. Elle est là. Je me suis arrêté à la dérivée. Je vais encore faire une dérivée. Bon, je vais tout fermer. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait, mais il ne veut plus me calculer la dérivée 20e. Je vais tout effacer. Bon, je vais redémarrer ln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ça, je suis sûr que j'en ai pas raté une. Et voilà la dérivée 20e. C'est bien moins voilà, ce nombre-là que vous avez là. Donc ça corrobore bien par rapport à ce qui est à gauche. Je les aligne de cette façon-ci. C'est celle-ci. Vous avez vu que c'était bon. Bon, maintenant, je vais démontrer ça. Je vais démontrer, bien sûr, comme je vous ai dit, je suis en phase intermédiaire, c'est-à-dire je démontre la fidélité, le processus héréditaire qu'on appelle pas récurrent. Je vais supposer que la proposition soit vraie jusque i, et je vais essayer de prouver qu'elle est vraie pour i plus 1. Mais avant toute chose, il y a un constat à faire. Le premier constat, c'est que pour passer de là à là, vous avez multiplié tout simplement par moins 1 sur x, moins 1 sur x, fois 1. Alors pour passer de celui-là à celui-là,
on a multiplié par moins 1 sur x fois 2. Alors, 1 sur x fois moins 1 sur x, ça fait bien moins 1 sur x carré. Ensuite, moins 1 sur x carré fois moins 1 sur x, ça fait fois 2, ce qui fait 2 sur x cube. Alors, pour passer de là à là, on a fait moins 1 sur x fois 3. Ensuite, pour passer de celui-là sur celui-là, on a fait moins 1 sur x fois 4, et ainsi de suite. Donc, rien que par l'entremise de moins 1 sur x fois 2, moins 1 sur x fois 3, moins 1 sur x fois 4, je peux passer de l'un à l'autre. Donc 2x cube fois moins 1 sur x fois 3 fait moins 6 sur x4. Moins 6 sur x4 fois moins 1 sur x fois 4. Alors le 4, c'est quoi ici? Ben, c'est 5 moins 1. Ou si vous voulez, il provient du 4. Pour trouver le 5, il provient du 4. Si, pour avoir le, voilà, ici le 3, mais il provient de la dérivée troisième pour arriver à la dérivée quatrième. Donc voilà, on peut faire ça comme ça. Donc ici, je vais tenir compte de ça ici. Mais pour ça, il faut que je prenne cette formule-là. Alors cette formule-là, elle est vraie jusque i. Je vais la démontrer pour i plus 1. Qu'elle est vraie pour i plus 1. Je vais démontrer qu'elle est vraie pour i plus 1. Alors, dire qu'elle est vraie pour i plus 1, c'est dire qu'on a f de i plus 1 dérivé est égal à i plus 1 moins 1 factoriel fois moins 1 exposant i plus 1 moins 1 sur x i plus 1. Voilà, ça c'est l'hypothèse émet que c'est vrai jusqu'à i. Jusqu'à i, c'est vrai. Jusqu'à i. Et je tente de prouver pour i plus 1. Je vais le prouver pour i plus 1. C'est ce que je suis en train de faire. Donc je vais le démontrer pour i plus 1. Donc l'hypothèse dit que c'est vrai jusque i. Jusqu'à i, c'est vrai. Par hypothèse. Maintenant, je tente de prouver pour i plus 1. Alors, pour i plus 1, la formule c'est 1 moins 1 ici, ça fait 0. Il va rester factoriel de i. Donc ici, il nous reste factoriel de i sur i plus 1 moins 1 exposant i. Et ça, c'est quoi? C'est i moins 1 factoriel fois i
moins 1 i moins 1 plus 1. Le tout sur xi fois x exposant 1. F alors je vais enlever cette partie-là et remonter celle-ci. Bien sûr, faire une séparation pour voir ce qui est vrai. Hein. Ce qui est vrai, c'est jusque i. Il faut faire apporter la vérité jusque i. Or, on sait bien que la vérité, la voici, je vais vous la mettre ici. Bon, c'est i-1 factoriel. Moins 1 exposant i moins 1 sur xi. Et ça, vous savez très bien que c'est vrai jusqu'à i. C'est la formule qui est vraie jusqu'à i, ça. Ça, c'est la formule qui est vraie jusqu'à i. C'est par hypothèse. Hein. Celle-ci, elle est vraie par hypothèse. Voilà. n-1 factoriel, voilà, elle est vraie. J'ai remplacé juste par i-1, fi, dérivé. Il suffit de prendre cette formule-là. Voilà, et vous remplacez ça par i. Hein. Vous voyez bien que c'est vrai, ce sera i-1 factoriel, moins 1 exposant i-1 xi. Bon, ça c'est évident, c'est par hypothèse. C'est vrai. Alors je vous rappelle que le but c'est de démontrer que c'est vrai. Hein. Généraliser, démontrer sa vérité, c'est ce que je suis en train de faire. Démontrer sa vérité. Mais on sait bien que c'est vrai par hypothèse jusque i. Maintenant, démontrons qu'il est vrai pour i plus 1. Alors, j'ai pas terminé la scission. Ça se fait par une scission. Hein. Alors, je vais scinder ici. Qu'est-ce qui va me rester? Ben, il va rester i fois moins 1 exposant 1, tout sur x. Oui, ici j'oublie quelque chose. Quand je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur dans ce que je vous ai raconté, mais je vais la rectifier maintenant, c'est pas un problème. Bien sûr, j'ai multiplié par... ouais, non, ça c'est bon. J'ai bien multiplié par moins 1 sur x. Moins 1 sur x, moins 1 sur x fois 3, moins 1 sur x fois 4, moins 1 sur x fois 5, etc. Moins 1 sur x fois 6. Donc je vous ai dit que tout à l'heure, on faisait bien fois moins 1 sur x. Pour passer de la précédente à la suivante, là on a fait fois moins 1 sur x. Ensuite,
Je vous ai dit que pour passer de l'un à l'autre, on multipliait par fois moins 1 sur x. Bien sûr, si j'ai fait fois 1, celui-ci je vais multiplier par fois moins 1 sur x, je fais fois 2. Puis je reprends celui-ci. Donc je reprends celui-ci, je fais fois moins 1 sur x fois 3. Ensuite je fais fois moins 1 sur x fois 4 et ainsi de suite. Donc là après j'aurai moins 1 sur x fois 5 et ainsi de suite. Et donc ce que vous voyez là, ça c'est le i, le fameux i suivant. 1, 2, 3, 4 et le moins 1 sur x, je vais vous le montrer. Moins 1 exposant 1, c'est moins 1. Donc moins 1 exposant 1, c'est moins 1. Et donc vous retrouvez bien le suivant qui est moins 1 sur x fois i. Et ça, c'est ce qui engendre le suivant par rapport à l'hypothèse qui est vraie. L'hypothèse est vraie jusqu'à i, et ça c'est le suivant, il est vrai, il s'engendre bien correctement. Donc il engendre le suivant si vous voulez. Voilà. Et donc si l'hypothèse est vraie jusqu'à i, elle est vraie pour i plus 1. Si elle est vraie pour i plus 1, elle est vraie pour i plus 2. Si elle est vraie pour i plus 2, etc. Et donc il y a ce qu'on appelle la formulation du pas final. Le pas final, nous savons que la proposition est vraie pour n égale un certain rang. Ben, si elle est vraie pour un certain rang, elle est vraie pour le rang suivant. S'il est vrai pour le rang suivant, il est vrai pour le rang encore qui suit le rang suivant, etc. etc. Et donc étant vrai pour un certain rang, sachant qu'elle est vraie jusqu'à un rang i, elle est vraie pour le rang i plus 1, donc elle est vraie pour le rang plus 1 au-delà. Elle sera toujours, voilà, elle est ce qu'on appelle fidèle à elle-même, elle en transmet une certaine véracité, une véridicité, au travers une fidélité et une sincérité. Donc on peut dire que la formule sera constamment, je veux dire, d'actualité, quel que soit, je veux dire, voilà, et ça c'est la conclusion que je viens de dire, c'est qu'on a une véracité qui est le processus d'affirmation voilà, de la démonstration par la récurrence ici. Une démonstration par récurrence. Je vous remercie.